Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission hebdomadaire d'information politique qui nous conduira d'entrée de jeu en Afrique du Sud. Nous serons en Côte d'Ivoire, nous irons au Tchad, au Gabon, au Cameroun, en RDC, dans le pays du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous reviendrons au Congo, dans le pays du président Sassou Nguesso, et nous irons faire un tour en Guinée équatoriale pour dire simplement que cette émission vous permet d'avoir une synthèse générale du panafricanisme dans l'information vraie. À travers cette émission, quand vous regardez, le tourisme a une place. Une manière comme ça de vous permettre de connaître tous nos pays africains, tout ce beau visage que ces pays offrent à vous qui avez décidé de nous regarder et d'être présents sur votre petit écran. Je suis Constieka. À l'entame de cette émission, nous allons parler d'abord du Cameroun. Nous commençons par le Cameroun où un phénomène nous a marqué. Toute l'équipe de rédaction de CNN a décidé de faire un reportage sur ce phénomène qu'est l'albinisme. La journée internationale de l'albinisme est célébrée, comme tout le monde le sait, le 13 juin 2024. Les équipes de CNN se sont penchées sur ce phénomène du côté du Cameroun. Reportage Séverin Tchatchoua, Stéphane Nego, Eric Bikek, Raoul Sonkwe. Le 13 juin, c'est la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Cette journée est célébrée tous les 13 juin depuis 4 ans. Cette date commémore le jour où pour la première fois l'Organisation des Nations Unies a adopté sa première résolution historique sur l'albinisme. Une troisième résolution a proclamé le 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, a été célébrée pour la première fois en 2015. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. Au Cameroun, comme dans bien d'autres pays du monde, ces personnes albinos font face à une forme de stigmatisation sociale. Ils sont parfois traités avec différence et rejet. Je pense que les albinos sont dans la société à cause des préjugés. À cause des préjugés, pourquoi? Parce que certaines personnes pensent que l'albinisme c'est une malédiction, l'albinisme c'est une maladie contagieuse, pourtant ce n'est pas le cas. L'albinisme c'est juste une condition génétique que la pigmentation agit sur, qui affecte la peau, les cheveux et les yeux. Mais ça ne définit pas qui nous sommes et ce que nous pouvons faire. Donc je pense que nous devons vraiment briser cette barrière-là et détruire la pensée erronée et accepter la personne albinos dans la société. D'autres subissent des actes d'agression, de violence et d'injustice au quotidien. Je n'ai pas encore eu à subir une violence en société. Par contre, quand j'arrive quelque part là, ceux qui connaissent déjà ce que c'est que l'albinisme, oui, ils me considèrent comme eux. Néanmoins qu'il y a souvent quelques-uns là qui se distinguent de leur comportement, qui n'est pas totalement de bonne moralité. Une situation que dénoncent les personnes albinos. Selon mes années de travail, je sais que la médiatisation peut contribuer pour la grande sensibilisation à l'albinisme. Parce qu'à travers ces chaînes de télévision, ces chaînes de radio, on parvient à toucher plus de personnes, même dans les endroits reculés. Et ça fait une forte sensibilisation. Et c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, pour la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui est le 13 juin, nous avons sollicité la chaîne CEN pour nous aider à faire une forte sensibilisation à travers le monde. La journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, célébrée ce jour, est donc une occasion de plus pour sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos
dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Cette journée se veut aussi être un appel au don et à l'amour en faveur de la personne albinos. Après le Cameroun, ce pays de paix, et ce pays qui est présidé par un homme de paix, un homme qui a réussi à concilier, surtout à préserver ce qui fait défaut dans de nombreux pays africains, à savoir la paix. Le président Paul Biya. Nous quittons le Cameroun pour la Côte d'Ivoire, ce pays qui, aujourd'hui, force le respect et l'admiration mondiale. Ce pays présidé par le président Alassane Ouattara. Son Excellence Alassane Ouattara s'est rendu en Suisse pour le premier sommet sur la paix en Ukraine. À ses côtés était présent le ministre directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarasoro, ainsi que Mme Masseri Touré-Koné, secrétaire générale de la présidence de la République. Ce voyage en Suisse n'a pas échappé à la caméra de notre reporter spécial, Ousmane Koulibaly, assisté en termes de cohésion de tournage par Lévite Elie Vaunan, avec bien sûr la post-production de Marcel Bassolet. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a quitté Abidjan le vendredi 14 juin 2024 pour le canton de Nidwald, en Suisse, en vue de prendre part au premier sommet sur la paix en Ukraine qui se tiendra les 15 et 16 juin 2024 à Birkenstock Resort. Répondant à l'invitation de la présidente de la Confédération suisse, Mme Viola Amherd, le sommet auquel le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, va participer, vise à fournir une plateforme de dialogue sur les moyens de parvenir à une paix globale, juste et durable pour l'Ukraine, fondée sur le droit international et la Charte des Nations Unies. Plusieurs chefs d'État ont pris part à ce sommet, ouvert le samedi 15 juin 2024 en Suisse, à l'exception de la Russie et de la Chine. Le sommet suisse sur la paix réaffirme l'intégrité de l'Ukraine. La vaste majorité des pays réunis au premier sommet sur la paix en Ukraine ont réitéré leur soutien à l'indépendance et la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Ils ont aussi reconnu que la Russie devra être partie prenante des discussions pour arriver à une paix durable et juste. Mais la question de comment et quand impliquer la Russie reste ouverte, a reconnu la présidente de la Confédération helvétique et hôte du sommet, Mme Viola Amherd. Environ 80 pays soutiennent la déclaration finale. Le Brésil, l'Inde, l'Arabie Saoudite notamment, n'en faisaient pas partie en début d'après-midi. Le texte réaffirme les principes de souveraineté, d'indépendance et d'intégrité territoriale de tous les États, y compris l'Ukraine. Il dénonce la militarisation de la sécurité alimentaire. Le président ukrainien a exprimé l'espoir de fédérer la communauté internationale autour d'une proposition de paix qu'il pourrait éventuellement présenter à Moscou. Le porte-parole du Kremlin, M. Dmitry Peskov, a estimé dimanche que l'Ukraine devrait réfléchir à la proposition du président russe, assurant qu'il ne s'agissait pas d'un ultimatum, mais d'une initiative de paix qui tient compte des réalités du terrain. Les discussions en Suisse se basent sur des points du plan de paix de Volodymyr Zelensky, présenté en fin 2022, qui font consensus sur les résolutions de l'ONU. En marge du sommet, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien avec son homologue ukrainien, M. Volodymyr Zelensky, ainsi que plusieurs autres personnalités. Voilà un voyage comme ça pour le bonheur des populations ivoiriennes, un voyage d'État. Et comme le président, j'ai toujours eu coutume de dire, né de tout repos. Et ce voyage lui a même fait un manquement de coutume. Traditionnellement, il est présent à la cérémonie religieuse de la Tabaski, mais il était dans les airs, dans les airs. Nous allons tout de suite quitter la Côte d'Ivoire pour le Gabon. Au Gabon, ce pays, présidé de main de maître par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait très bien les choses pour le bonheur des populations gabonaises. Dans ce pays, s'est tenu quelque chose de très important, les écomatériaux, une conférence sur les écomatériaux.
Le cadre choisi pour cette troisième édition, qui s'est déroulée du 12 au 14 juin 2024, a été l'Université internationale de Libreville. C'est dans ce cadre que s'est tenue la troisième conférence des écomatériaux en Afrique, en sigle CEMA 2024, dont l'objectif est la recherche et le développement dans le domaine de la valorisation des écomatériaux, à savoir des fibres et particules végétales, animales, minérales, bois, terre et pierre. L'objectif est de permettre de toucher un large public à la problématique du recyclage et de la valorisation des sous-produits et des déchets d'éco-conception et d'élaboration des coproduits. En effet, outre leur efficacité énergétique, ces sous-produits ou déchets peuvent être une réelle source de revenus grâce aux apports de la science. Le très beau cadre sur des dizaines d'hectares de l'Université internationale de Libreville est le lieu qui a abrité cette conférence des écomatériaux avec des conférences indoor en salle, dans la multitude des salles de conférences que dispose l'Université internationale de Libreville, et aussi outdoor pour faire profiter de cet espace verdoyant qui est l'espace de l'Université internationale de Libreville. Un cocktail dînatoire a été offert à la fin de cette conférence à tous les conférenciers. Vivement la 4e édition de cette conférence des écomatériaux. L'UIL, notre partenaire officiel, est un univers exceptionnel qui peut abriter de nombreuses conférences universitaires et des conférences de tout genre d'ailleurs dans ce pays, le Gabon, un pays de paix, un pays aujourd'hui d'accueil et surtout un endroit où l'on sait désormais qu'on peut envoyer nos enfants sans crainte étudier et devenir des cadres dans nos sociétés professionnels. L'UIL, notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après le Gabon, nous allons tout de suite en RDC, dans le pays dirigé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En RDC, son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a célébré la Tabaski aux côtés de la communauté musulmane de son pays, la République démocratique du Congo. Reportage Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Charles Abdoulaye. Les musulmans considèrent l'Aïd el-Kabir, également connu sous le nom de Tabaski, comme la célébration la plus importante de leur foi. Ce dimanche, en célébrant cette grande fête religieuse, les musulmans se réunissent pour prier et consommer un repas afin de célébrer la soumission d'Abraham lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, une façon de tester sa foi. Ce dimanche 16 juin 2024, des milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés sur l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa afin de célébrer Allah. Après la prière, les différents membres de la communauté musulmane ont été invités à se rendre dans la salle du Palais du Peuple afin de poursuivre la célébration avec comme invité de marque le chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli par un standing ovation. En s'exprimant à cette occasion, le président de la République du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a condamné la division au sein de l'islam en RDC, ainsi que toute autre forme de discrimination. Je voudrais par cet acte vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse d'apprendre
par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous? Et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette assemblée générale qui va permettre de dégager. Et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. Eh oui, la Tabaski a été fêtée partout par les peuples musulmans, les peuples de confession musulmane. Là, nous avons parlé de la RDC, nous allons revenir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la fête de la Tabaski a été un grand moment pour les musulmans ivoiriens. L'équipe de reportage de CNN a campé ses caméras à la mosquée de la rivière Golfe de Cocody. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui séjournait en Suisse, était dignement représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévite Elie Vonan, Marcel Bassolé, Constant Rica. Pour accomplir le devoir du bon musulman, il n'est jamais trop tôt. C'est à la rivière Golfe à Cocody que les fidèles musulmans de cette mosquée se sont donné rendez-vous. Ils sont arrivés de part et d'autre. Le grand chancelier de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Koulibaly, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bitogo, et plusieurs ministres du gouvernement ivoirien de confession musulmane. C'est à 8h19 que le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à la mosquée de Cocody Riviera Golfe pour la grande prière marquant la fête de la Tabaski, avec à ses côtés le ministre Touré Mamadou de la promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est à 8h28 que l'imam de la mosquée fait son entrée dans ce lieu saint de la mosquée de la rivière Golfe de Cocody. La cérémonie de prière annoncée par le muezzin dans toute la piété qu'impose la religion musulmane, en présence de toutes les autorités musulmanes, membres du gouvernement, corps diplomatique, dans leur humilité, remettant ainsi leur vie, leurs activités, leurs doléances et celles du peuple de Côte d'Ivoire à Allah, le Tout-Puissant Miséricordieux. Allah est évoqué, remercié pour tous ses bienfaits. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, occupant tout l'espace réservé de cette mosquée de la rivière Golfe de Cocody, parmi lesquels des enfants, des jeunes, tous implorant Allah pour ses grâces divines. Et au pupitre, l'imam Traoré de la rivière Golfe a imploré les bénédictions du miséricordieux avec foi et piété. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ولله الحمد. Chers frères, chers sœurs, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence, maître du jour de la rétribution. Nous lui rendons grâce et les remercions de nous faire vivre ces mois sacrés. Je voudrais profiter de ces moments sacrés pour vous entretenir succinctement sur la foi et la piété en l'islam. Elles sont étroitement liées. La foi est la base, tandis que la piété est l'expression concrète de cette foi dans nos actions quotidiennes. Chers frères, chers sœurs, la foi et la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala et en ses messagers. C'est un engagement profond du cœur envers la vérité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'authenticité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La foi se manifeste par des actes de dévotion et la pratique des 5 piliers de l'islam, à savoir la profession de foi, la prière ou la salat, la zakat ou l'aumône légal, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque ou le Hajj pour ceux qui en ont les moyens. La foi se manifeste également par la recherche constante de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala en posant des actes d'adoration par l'accomplissement des bonnes œuvres et en s'éloignant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 49, verset 7, Allah vous a fait aimer la foi et il a embelli dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont des bien guidés. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Chers frères, chères sœurs, la piété est la conscience constante de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte de les décevoir. C'est un état d'esprit qui guide nos actions et nos choix. La piété se traduit par l'obéissance au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'évitement des interdits. À la fin de cette cérémonie de prière, l'imam Traoré de la mosquée Riviera Golf de Cocody a remercié le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tene Birahima Ouattara, représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, empêché indépendant de sa volonté par le sommet sur la paix en Ukraine, qui, une fois terminé, il se trouvait dans le ciel entre l'Europe et l'Afrique, avec son arrivée prévue à 16h le même dimanche 16 juin. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tene Birahima Ouattara, s'est exprimé face à la presse nationale et internationale et au micro de CNN Télévision. C'est un immense honneur pour moi de représenter son Excellence Monsieur le Président de la République à la célébration de l'Aïd el-Kébir qui marque la fin du Hajj et bien entendu la commémoration du sacrifice d'Abraham. Nous avons prié tout à l'heure sous la conduite de l'imam Traoré et je voudrais féliciter particulièrement l'imam pour le bon déroulement de cette cérémonie. Nous avons prié pour nos dauphins
pour nos malades, bien sûr pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la prière unie. Et je voudrais dire que l'Aïd el-Kébir a ceci de particulier, c'est que c'est un moment de partage pour tout le monde, pour toute la communauté musulmane et donc pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le COSIM avec à sa tête l'imam Diakité pour toutes les prières qui sont faites pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin, au nom de son Excellence le Président de la République, souhaiter bonne fête à tous et à toutes. Je vous remercie. Une fois cette grande prière achevée, une fête de Tabaski qui s'est poursuivie dans tous les domiciles où chaque musulman, au nom du sacrifice d'Abraham, a immolé un mouton pour un grand moment de partage. CNN Télévision a recueilli pour vous quelques impressions. Nous étions à un grand rendez-vous de la foi au Créateur. Donc il mérite d'être célébré dans toute sa dimension humaine comme spirituelle. Aujourd'hui, ce jour pour la Côte d'Ivoire doit inspirer la paix. Rien que la paix, pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que la Côte doit être transformée grâce à une vision éclairée du président de la République. De ce que nous souhaitons que Allah puisse accorder encore une longue vie au président de la République Alassane Ouattara pour qu'il puisse continuer ses œuvres. Quand on vient louer Allah subhanahu wa ta'ala est toujours bonne. Donc on ne fait que louer Dieu qui nous a permis d'être là ce jour. On souhaite à toute la population une bonne fête et que Dieu fasse que l'année prochaine encore on se retrouve dans ces mêmes conditions avec toujours à notre tête le chef de l'État bien-aimé, le président Alassane Ouattara, et que Dieu veille sur nous et que veille sur la population ivoirienne. Après cette cérémonie où les moutons ont été égorgés de part et d'autre, nous-mêmes à CNN, on avait des gigots de moutons pendant qu'on travaillait. Toutes les équipes ont travaillé malgré ces jours fériés et autres. C'est aussi cela, les aléas de notre métier. Nous allons quitter la Côte d'Ivoire pour le Congo, le pays du président Denis Sassou Nguesso. C'est à Brazzaville, au Congo, que son Excellence Denis Sassou Nguesso a reçu en audience une délégation du Fonds monétaire international. Le reportage Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le lundi 17 juin 2024, le président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience M. Régis Nsondé, un cadre du FMI, qui vient de rejoindre les instances dirigeantes du FMI en tant qu'administrateur. Le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a reçu la nouvelle lors de l'audience qu'il a accordée à la délégation du Fonds monétaire international. Le conseil d'administration est représenté par 24 pays membres, par 24 sièges, et dont 2 Africains. Et donc j'ai eu l'honneur d'être désigné comme administrateur pour 23 pays africains. Et je tenais à commencer ma tournée de remerciements aux différents pays qui m'ont choisi. Commencer par mon propre pays, le Congo-Brazzaville, et venir exprimer en personne ma gratitude, ma profonde gratitude pour l'appui, la nomination du Congo et son appui à mon élection. C'est la principale raison de ma visite. Les échanges entre le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et la délégation du FMI ont également été marqués par les discussions sur la 5e révision du programme triennal du Congo qui permet la facilité élargie du crédit. Nous avons pu bénéficier de l'expérience et des conseils, des instructions de M. le Président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, sur différentes questions, non seulement sur le programme du Congo avec le Fonds monétaire international, appuyé par la facilité élargie de crédit, mais également différents sujets sur l'agenda de l'économie mondiale, notamment les questions de dette. Vous savez que le fardeau du service de la dette est très lourd en ce moment pour nombre de pays africains. Nous avons également discuté avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, la question des DTS qui ont été alloués par le Fonds monétaire international au profit des pays, mais également nous avons besoin de canaliser ces ressources vers des institutions qui sont proches du terrain, telles que la Banque africaine de développement. Donc nous avons pu bénéficier des conseils et des instructions de Monsieur le Président de la République. Nous avons également discuté la question du financement du climat, question très importante qui tient à cœur le Président. Et enfin, nous avons discuté avec Monsieur le Président de la République, entre autres, la question de la représentation de l'Afrique
au conseil d'administration du FMI et dans les différentes institutions internationales. Il convient de rappeler que dans un communiqué publié par le Fonds monétaire international en mai 2024, il était mentionné que les services de ces institutions financières sont parvenus à un accord concernant la 5e revue de la facilité élargie du crédit pour la République du Congo. Après le Congo, nous faisons un tour dans ce pays d'expression espagnole, la Guinée équatoriale, le pays du président Théodore Nguema Obiang Bazogo. Ce pays a décidé de faire des choses à l'africaine, a décidé de ne plus accepter le diktat des Occidentaux, surtout espagnols. Le gouvernement équato-guinéen a décidé de dénoncer la diplomatie espagnole hostile au gouvernement de la Guinée équatoriale. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le ministère des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale a fait part de son rejet sur la proposition de loi en examen au Parlement du Royaume d'Espagne. L'État équato-guinéen dénonce un texte qui matérialise une diplomatie hostile entretenue par la partie populaire espagnole au pouvoir contre la Guinée équatoriale et son chef d'État, Son Excellence Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Le gouvernement équato-guinéen a exigé de l'Espagne le respect de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale. Il y a des pays amis qui nous aiment et d'autres qui nous harcèlent. Nous devons donc être unis car l'union sera la force. Avec cette force, nous pourrons défendre la nation. Dans ce projet de loi, le Parti populaire espagnol a demandé au gouvernement espagnol de condamner le régime du président de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence Teodoro Obiang Nguema Bazogo, demandant des mesures coercitives contre les autorités équato-guinéennes. Le parti au pouvoir en Espagne a apporté son soutien à l'opposition équato-guinéenne. Selon le gouvernement équato-guinéen, l'opposition exerce librement ses droits dans tout le pays. Le pays ne se défend pas pour des raisons d'ambition personnelle. Au contraire, le pays doit être défendu au nom de tous ses habitants. Celui qui ne sait pas ce que c'est que la nation, c'est celui qui accorde le plus d'importance à sa propre personne. Le ministère des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale a annoncé dans un communiqué daté du 11 juin 2024 que l'Espagne a soutenu la tentative de coup d'État contre le président de la Guinée équatoriale, Son Excellence Teodoro Obiang Nguema Bazogo, en 2004. Les tensions entre les deux pays sont présentes depuis l'ouverture en février 2023 par la Chambre pénale du Tribunal national d'Espagne d'une enquête sur le décès de l'activiste Julio Obama pendant sa détention dans une prison équato-guinéenne. Après la Guinée équatoriale, retour au Congo-Brazzaville. La cité fonctionnaire de Mandingo Kayes a été inaugurée par la première dame de la République congolaise, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Le reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le lundi 17 juin 2024, la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, a inauguré le premier module de 100 logements de type F4 de la cité du fonctionnaire appelée Antoinette Sassou Nguesso de Mandingo Kayes, ainsi que la mise en service du réseau électrique de cette localité et de ses environs. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Anatole Collinet Makosso, ainsi que les membres du corps constitué et la reine Béatrice Moé-Fouti Loemba, épouse du roi de Loango, ont assisté à la cérémonie. Ce premier module comprend 56 logements contemporains destinés aux fonctionnaires territoriaux, édifiés sur une superficie de 2 hectares, répartis en 7 blocs de 8 logements chacun. Ce projet, dénommé Cité administrative de Mandingo Kayes, comporte 100 logements de type F4 réalisés sur un terrain de 7 hectares. Nous réceptionnons ce jour un premier lot de 56 logements réalisés sur une surface de 2 hectares, structurés en 7 blocs de 8 logements chacun. Les différents blocs sont séparés par des allées de 100 mètres de long sur 6 mètres de large avec des trottoirs. Chaque logement de type F4 comporte un séjour, une salle à manger, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau avec sanitaire sur une surface habitable de 97,5 m², construit sur une surface parcellaire de 250 m². Enfin, ce site du premier lot est clôturé par un mur de sécurisation de 560 mètres linéaires. La BCH compte bien évidemment poursuivre son accompagnement en vue de l'achèvement des travaux du deuxième lot qui devrait débuter dans les tout prochains jours
apportant ainsi sa contribution à la réalisation du 6e pilier du PND, cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette cité administrative s'inscrit dans la concrétisation de la 11e bataille de l'action gouvernementale. Lors de son dernier discours sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès, il instruit, d'une part, le gouvernement d'initier un programme de 20 000 logements, dont une phase pilote de 1 200 logements, à raison de 100 logements par département. Et d'autre part, à accélérer avec les conseils départementaux la mise en place de la fonction publique territoriale, outil nécessaire pour la sédentarisation des fonctionnaires locaux au sein des collectivités locales et de la création des emplois au profit de la jeunesse. Vous avez, par la mise en service de ces réseaux électriques dans le Kwilu, la preuve de la matérialisation du boulevard énergétique. Aussi, vous allez d'ici peu entrer solennellement en possession des 56 logements au bénéfice des fonctionnaires territoriaux. Et ce, dans un contexte de transfert effectif des compétences et des moyens en matière de santé de base et d'éducation aux collectivités locales. Tout ceci dans le cadre de la matérialisation de la Oudissimo bataille, c'est-à-dire la 11e bataille de l'action gouvernementale. Je cite, « Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une décentralisation effective. » Comme les autres villes du Congo, Mandingo-Kai connaît une croissance constante en termes de qualité, ce qui fait la fierté des habitants de la ville. On reste toujours en Afrique centrale et là nous allons parler du Tchad, le pays du président élu Mahamat Idriss Déby Itno. La réalité de la diminution des prix des carburants à la pompe est l'un des actes forts du Premier ministre nommé chef du gouvernement tchadien. Reportage Gozo Gérard Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. La diminution des prix des carburants à la pompe a officiellement été annoncée par le Premier ministre et chef du gouvernement, M. Alamaï Alina, lors de la présentation du programme politique de son gouvernement le 13 juin 2024. En affirmant son engagement envers le bien-être des Tchadiens et des Tchadiennes, le gouvernement s'engage à réduire le coût de la vie. Le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan et celui du Commerce et de l'Industrie ont signé un arrêté conjoint qui établit les nouveaux prix des carburants qui entreront en vigueur le lundi 17 juin 2024. Dans les stations-service de la ville de Djamena, on observe une baisse du prix du gasoil, passant de 828 francs CFA à 800 francs CFA le litre, tout comme le prix de l'essence qui passe de 730 francs CFA à 700 francs le litre. Les consommateurs n'ont pas tardé à réagir, accueillant avec enthousiasme cette baisse des prix des carburants. Un litre coûte cher, presque 750 francs. Bon, le Premier ministre a dit lundi ils vont diminuer, mais ils ont diminué les 30 francs. Donc 30 francs, ça nous arrange. Pourquoi? Parce que 30 francs, ça nous arrange, mais si ils ont réduit à 500 ou bien 450, c'est bon. Je viens de payer le carburant, ça a été réduit quand même. On dit merci beaucoup, ça a été réduit. La mise en place de cette initiative gouvernementale représente un pas majeur vers la diminution du coût de la vie pour les Tchadiens et les Tchadiennes. Maintenant, l'attention est portée vers d'autres produits de première nécessité dont les prix ne cessent de faire des ravages sur les budgets des ménages. Nous quittons le Tchad, nous traversons juste, comme je le dis souvent, la frontière. Une frontière qu'on peut traverser, je disais, à bicyclette et même avec des patins. Vous savez, pour vous qui nous regardez du côté de l'Occident, aux États-Unis et partout ailleurs, grâce à CNN TV et tous nos différents relais médias, sachez que les patins sont des bicyclettes traditionnelles faites en Afrique avec du bois. Parce que nous avons beaucoup de bois, nous sommes riches en bois, nous en Afrique. Nous quittons le Tchad pour le Cameroun. Le gouverneur de la région du littoral au Cameroun, précisément dans la ville économique de Douala, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de construction du centre des productions des titres identitaires. Cette cérémonie s'est déroulée à la cour d'honneur du GMI numéro 2.
Reportage Stéphane Négou, brillant caméraman de CNN du côté de Douala, avec la complicité de Séverin Tchatchoua sous le regard d'Ousmane Koulibaly du côté d'Abidjan qui apprécie voir à l'épresse 200 collaborateurs du côté du Cameroun, ainsi que la présence forte de Gérard Richard Gozo et la technicité sonore de Séverin Tchatchoua pour enfin bénéficier de la post-production d'Éric Bikek. Le gouverneur de la région du littoral, M. Dieudonné Iva Adiboua, représentant personnel du délégué général à la Sûreté nationale, a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de construction du centre de production de titres identitaires à la cour d'honneur du GMI numéro 2, à proximité du centre d'enroulement des passeports de Douala. Il est un peu plus de 11 h quand le cortège du gouverneur de la région du littoral franchit l'esplanade de la cour d'honneur du GMI numéro 2, accueilli par le préfet d'Uvouri, les autorités municipales de la ville de Douala, ainsi que le délégué régional du littoral à la Sûreté nationale, ensuite la revue des troupes et l'exécution de l'hymne national. Le gouverneur de la région du littoral, M. Dieudonné Iva Adiboua, prend place à la tribune. Outre le mot de bienvenue du représentant du maire de la ville, la Sûreté nationale, en collaboration avec son partenaire privé, Authentic GmbH, et sur l'ordre de l'État du Cameroun, a mis en place un système qui, en plus d'être plus sécurisé, vise à assurer une production de carte nationale d'identité beaucoup plus rapide en 48 heures, voire beaucoup moins, en fonction des structures et des options spéciales. En ce moment même, des événements similaires se déroulent, donc des cérémonies de pose de la première pierre des travaux à Yaoundé et à Garoua. En effet, le Cameroun va bientôt être doté de 3 centres multifonctionnels d'enrôlement et de production des titres identitaires, mais également de 68 nouveaux centres répartis sur l'ensemble du territoire, ainsi que 219 centres qui vont être rénovés et entièrement équipés. Ces centres multifonctionnels ultramodernes vont permettre à la population d'accéder à différents services. D'une part, afin de vous faciliter l'accès aux titres identitaires, les citoyennes et citoyens du Cameroun auront la possibilité de prendre leur rendez-vous en ligne. Ils et elles auront également la possibilité de procéder à des paiements dématérialisés, donc également en ligne, ce qui va grandement faciliter les opérations. En plus de ces opérations facilitées, ces nouveaux centres ultramodernes, dont on va vous présenter les détails ensuite, vont permettre un accueil de qualité, vont permettre également des procédures d'enrôlement rapides et de qualité, mais vont permettre enfin et surtout une production des titres identitaires en 48 heures. Le Cameroun est résolument lancé dans la réforme du système d'identification sécuritaire, initié par le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, dans son constant souci de résoudre les difficultés rencontrées par les Camerounais et Camerounaises dans l'acquisition des titres identitaires, précisément les cartes nationales d'identité. Il me plaît, au nom de Monsieur le délégué général de la Sûreté nationale, de présider la cérémonie ce jour consacré à la pose de la première pierre du centre secondaire de production de titres identitaires qu'abritera notre région. Cet événement est le fruit de la réforme du système d'identification sécuritaire en cours, instruite par Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Paul Biya, dans son constant souci de résoudre les difficultés rencontrées par les citoyens camerounais dans l'acquisition de titres identitaires et principalement des cartes nationales d'identité. En effet, à la suite d'un appel d'offres international restreint lancé le 22 décembre 2021 et de l'examen des offres reçues, la société Authentic IDCAM AG a été attributaire du contrat relatif à la mise en place du nouveau système d'identification sécuritaire pour la République du Cameroun. Il s'agit d'un contrat de partenariat de type Build, Operate and Transfer, en abrégé BOT, par lequel ce partenaire privé aura la charge de construire les infrastructures dédiées à ce nouveau système et de l'exploiter en collaboration avec la DGSN. Le partenaire Authentic IDCAM AG devra construire 3 centres de production respectivement dans les villes de Douala, Garoua et Yaoundé et les centres régionaux d'enrôlement dans les chefs-lieux de région assortis de près de 25 postes d'identification. Il va également assurer la construction de 58 centres départementaux d'enrôlement ainsi que la rénovation et l'aménagement des 219 postes d'identification actuels. À cet effet, le 13 mai 2024,
sur très haut accord du chef de l'État, le contrat de partenariat irrélatif a été signé entre la Délégation générale à la Sécurité nationale et la société Authentic Idcam AG. Plus de 3 millions de Camerounais ayant changé les éléments de leur filiation se retrouvent en situation de double et même triple et quartile identité. En l'état actuel de la législation, seule la première identification contenue dans la base de données est considérée comme étant l'identité authentique d'un citoyen. Je peux vous dire de manière prosaïque et simplement des cartes d'identité en 48 heures. Quoi de plus? Nous applaudissons à nous rompre les mains pour cette initiative, une fois encore, du président de la République pour donner satisfaction aux Camerounais. Donc que Douala, et particulièrement Douala Premier, ait été choisi pour implanter ce joyau architectural. Le maire de la commune d'arrondissement de Douala Premier s'est satisfait de cette avancée significative. Une avancée significative, dernière évolution date du 19 juin 2024. La pose de la première pierre de construction du centre de production de titres identitaires se déroule en simultané dans 3 grandes métropoles du Cameroun, en l'occurrence Douala, Yaoundé et Garoua. Nous quittons le Cameroun pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ce pays qui a désormais pris la tradition de respecter les engagements étatiques. En Afrique du Sud, parlons de la cérémonie d'investiture. Son Excellence Cyril Ramaphosa est investi président de la République sud-africaine pour un nouveau mandat de 5 ans. Étaient présents à cette cérémonie d'investiture une vingtaine de chefs d'État et la Côte d'Ivoire était dignement représentée au haut sommet de l'État par son Excellence M. Tiemoko Meret Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Reportage Charlotte Abdoulaye, Richard Gozo, Marcel Bassolé. La cérémonie d'investiture du président sud-africain, son Excellence Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat, mais ne disposant plus de majorité absolue au Parlement, a eu lieu le mercredi 19 juin 2024 à Union Buildings, le siège du gouvernement sud-africain situé au centre-ville de Pretoria. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement sur Pretoria. Le roi des Zoulous, plus grande ethnie nationale, était présent, ainsi que l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. La veuve du premier président noir du pays, Nelson Mandela, Graça Machel, et celle du dernier président blanc, Frédéric de Klerk, Elita Jordia. À 71 ans, le chef de l'État sud-africain, son Excellence Cyril Ramaphosa, a été reconduit par le Parlement, mais lors des législatives du 29 mai 2024, le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, a perdu pour la première fois sa majorité absolue au Parlement en n'obtenant que 40% des voix. Le début de la cérémonie est marqué par l'arrivée solennelle de son Excellence Cyril Ramaphosa, vêtu d'un costume sombre, gravit les marches de l'Union Building, recouverte d'un tapis rouge, donnant la main de la première dame sous les ovations de l'assistance. Le chef de l'État sud-africain, son Excellence Cyril Ramaphosa, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction en Afrique du Sud, les membres du Parlement, ainsi que les rois des différentes ethnies d'Afrique du Sud. La prestation de serment a été conclue par 21 coups de canon et l'hymne national a retenti pendant qu'une patrouille de l'armée de l'air sud-africaine se déployait dans le ciel de Pretoria. 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance depuis l'abolition de l'apartheid. Le président sud-africain, son Excellence Cyril Ramaphosa, a appelé à l'unité, à la cohésion nationale du peuple sud-africain lors de son discours d'investiture. En mai 2024, lors des élections législatives, le Congrès national africain a obtenu la majorité des suffrages avec 40% des voix, mais il n'a pas la majorité absolue au Parlement. Son Excellence Cyril Ramaphosa a donc convié les autres partis à participer aux négociations pour former une majorité à l'Assemblée des Nations. La main tendue du chef de l'État sud-africain a été fructueuse. Elle a conduit à la conclusion d'un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force politique en Afrique du Sud, qui a remporté 21,8% des voix aux législatives du 29 mai 2024. La formation d'un gouvernement d'union nationale est un moment d'une grande portée. C'est le début d'une nouvelle ère, a déclaré Cyril Ramaphosa après avoir prêté serment. Au terme de la cérémonie, le président sud-africain, son Excellence Cyril Ramaphosa, est allé exprimer sa profonde gratitude envers les homologues et hautes marques de la cérémonie d'investiture.
Nous quittons l'Afrique du Sud pour la Côte d'Ivoire, dans toute la dignité, dans toute l'humilité qui représente cette grande dame qui n'est autre que la grande chancelière honoraire. La raison, elle est précise. Le livre sur le président Alassane Ouattara qui nous amène dans ce très beau cadre que je vous présente, le Sofitel Hôtel Ivoire, pour nous, en Côte d'Ivoire, d'appeler l'Hôtel Ivoire. C'est ce cadre choisi, ce bel espace en plein cœur du quartier résidentiel de Cocody que cette présentation du livre est choisie. La cérémonie de présentation officielle du livre Hommage au président de la République Alassane Ouattara par le professeur Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire de la République de Côte d'Ivoire. Malgré le temps très pluvieux en Côte d'Ivoire, il a pris ses clics et ses claques avec son assistant. Lui, c'est Koulibaly Ousmana et Lévite Elivonan sont rendus pour essayer de vous rapporter ces très belles images bien mixées et surtout soignées en post-production par Marcel Bassolet. Et bien sûr, la voix de Constant Ika. Le jeudi 20 juin 2024 reste gravé dans les mémoires de la reconnaissance du meilleur pour cette cérémonie de présentation de l'ouvrage Alassane Ouattara par le professeur Henri Dagri-Diabaté qui signe là les 50 ans de compagnonnage. Ils étaient nombreux, venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et de toutes les couches sociales et tous tenaient à assister à ce moment unique qui atteste une profonde reconnaissance et gratitude du professeur Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire, au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et réciproquement les amis, les membres du gouvernement, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, les chefs traditionnels, amis et proches, présidents de grandes institutions, dont le Conseil constitutionnel, le grand médiateur de la République de Côte d'Ivoire, le grand chancelier, le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est à 16h35 que la grande chancelière honoraire, auteur de l'ouvrage qui sera présenté, arrive au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, et le haut représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Koni Kafana, scrute depuis le perron du Palais des Congrès le cortège présidentiel qui pointe à l'horizon avec à son bord son Excellence Alassane Ouattara qui arrive à 16h40. Avec à ses côtés la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Tous deux accueillis par ce trio politique des collaborateurs du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Alors que le couple présidentiel fait son entrée dans cette salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, salle dans laquelle se déroulera dans un instant la cérémonie de dédicace et de présentation de l'ouvrage du professeur Henriette Dagri-Diabaté, sur les écrans géants, des photos souvenirs sont diffusées devant ce beau parterre pour ce moment qui s'annonce plein d'émotions. Sur l'estrade, place au récital artistique, un moment émouvant. 50 ans de compagnonnage, difficile, pénible, marche sur le chemin de ce que Dieu seul connaît suffit. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'ils n'ont pas osé. Ils savent que s'ils n'osent pas, les choses deviendraient difficiles. Mais ils sont des moments où vous avez envie de dire Allah, nananaï, Allah l'Éternel. Je voudrais à présent vous parler de quelque chose d'essentiel pour l'avenir de notre pays, pour les générations à venir. De cette nation doit émerger un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau qui contribuera à faire de la Côte d'Ivoire un pays dont nous serons fiers. Une Côte d'Ivoire qui offre à chacun de ses filles, à chacun de ses fils, un avenir rayonnant. Un Ivoirien nouveau qui, dans l'intérêt de son pays, combat la médiocrité et recherche l'excellence. Un Ivoirien nouveau doté d'une grande intégrité, d'un sens élevé de la responsabilité de l'intérêt supérieur de la nation. Un Ivoirien nouveau, travailleur, ponctuel au travail, conscient de son rôle et de sa place dans le développement de notre pays. Un Ivoirien nouveau qui, par son comportement, montre l'exemple et place l'intérêt supérieur de notre nation au-dessus de tout. Je m'engage à tracer les sillons de cet Ivoirien nouveau. Alassane Ouattara s'engage à tracer les sillons de cet Ivoirien nouveau, pas moi.
Appelé au pupitre, monsieur Clément Lafont, éditeur de l'ouvrage, baptisé 50 ans de compagnonnage. En votre qualité de chercheuse, d'universitaire, d'intellectuelle et de femme politique, vous ne souhaitiez pas mettre un point final à ce texte. Et pourtant, nous sommes heureux que vous l'ayez fait. Nous garderons en mémoire vos scrupules et cette question qui ne vous a jamais quitté. Qui mon récit va-t-il intéresser ? L'audience présente aujourd'hui ne peut qu'attester de votre humilité, mais aussi vous témoigner le soutien et l'estime que vous portent les Ivoiriens, qui, à l'évocation de votre nom, ne peuvent s'empêcher de vous gratifier de surnoms adjectifs. C'est alors que la parole est donnée à l'auteur de l'ouvrage, le professeur Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire. Papa Ado, homme de paix, homme de grandeur, homme de valeur. Je voudrais vous féliciter, Président, pour le beau visage que vous êtes en train de donner à la Côte d'Ivoire. Je peux affirmer en toute sérénité que j'ai eu raison de vous accompagner, de croire en votre grande vision pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Après ce long combat, après les joies et les drames reçus ensemble et vécus ensemble, ce livre pour moi permet aux Ivoiriens de mieux connaître l'homme qui gouverne notre pays à partir d'informations authentiques. Le professeur Tani Laboni avait cette lourde charge de présenter l'ouvrage. Le livre que nous présentons ce jour, 20 juin 2024, est différent par le sujet et par la tonalité de ceux déjà publiés par l'auteur Henriette Dagri-Diabaté. Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage, répond à quelques questions essentielles que se pose l'auteur. Comment faire connaître Alassane Ouattara à celles et ceux qui l'ont élu et réélu plus d'une fois, et à celles et ceux qui continuent de le critiquer négativement, malgré le sens du devoir qui prévaut chez l'homme politique. Elle semble dire « Vous ne le connaissez pas ». C'est alors que sur fond de musique, de circonstances, la présidente du Sénat, Mme Kandia Camara, a prononcé une allocution. Papa Ado, tu as... Le professeur Henriette Dagri-Diabaté, celle que nous appelons affectueusement Tanti Jolie, m'a appelé pour me demander de dire un mot à la cérémonie de présentation de son ouvrage. J'étais à la fois ému et perplexe. Ému pour l'honneur que cette grande dame de la nation fait à ma modeste personne, mais perplexe car je me posais des questions. Que vais-je dire de mieux, de plus beau et de plus grand sur cette dame de dimension plurielle, connue aussi bien sur le plan national qu'international, qui n'a été déjà dit. En réalité, je pouvais passer des heures et des heures à vous parler de cette dame remarquable, exceptionnelle et emblématique qu'est Tanti Henriette Dagri-Diabaté. Cependant, je me contenterai de faire un résumé de sa personnalité, en ne retenant que deux aspects, à savoir le plan politique et intellectuel, le plan humain et social. En fait, les raisons de cette résistance à toute épreuve sont simples. Son militantisme et son engagement politique ne s'inscrivent pas dans une trajectoire opportuniste. Elle s'est résolument engagée pour un pays démocratique, pour une cause plus juste et plus égalitaire, auprès de l'homme de vision et de conviction qu'est Alassane Ouattara. Ce fut au tour de la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui n'a pas manqué un mot de tendresse adressé à son époux, le président Alassane Ouattara. Avant tout propos, je voudrais saluer très affectueusement mon cher époux,
le président Alassane Ouattara, mes salutations vont tout particulièrement à Madame Kandia Camara, présidente du Sénat, que je remercie pour son émouvante intervention. Chère Kandia, j'ai été très touchée par le poignant témoignage et les souvenirs mémorables que tu as partagés avec nous tout à l'heure. En effet, j'ai connu Madame Henriette Diabaté, notre tanti jolie comme j'aime l'appeler affectueusement, il y a plus de 30 ans, au moment de mon mariage avec Alassane. Et depuis lors, je lui ai toujours voué une grande admiration et un profond respect. Malgré le poids de l'âge, et fidèle à ses engagements politiques, sa gratitude, son attachement aux idéaux de son combat politique, elle a tenu par sa plume à faire cette dédicace. Madame le professeur Henriette Dagui Diabaté, grande chancelière honoraire, a procédé à la dédicace de l'ouvrage avec en premier au chef de l'État, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ensuite, à son épouse, Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Et suivra le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le public. C'est aux environs de 19 h que le couple présidentiel est reparti. Je dirais que toute chose a son temps. C'est le moment, parce que nous sommes en train de préparer les élections pour 2025. C'est une femme combattante. C'est une femme déterminée. Nous en sortons vraiment très édifiés parce que, avant même de lire l'ouvrage que nous venons donc d'acquérir, nous avons pu, à travers les récits qui ont été donc faits, comprendre déjà d'une manière ou d'une autre le contenu donc de ce livre-là. Véritable sentiment de fierté de savoir que la grande chancelière, qui est pour nous la mémé nationale, a pu faire ce bel ouvrage. C'est un ouvrage rempli d'anecdotes, riche en émotions, où on voit qu'il y avait cette synergie, cette union entre elle et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et tout ce qu'on peut dire, c'est la suite qui est très bonne. Et on aimerait que la Côte d'Ivoire soit encore meilleure. Et pour cette jeunesse-là qui a besoin encore d'exemples comme elle et d'exemples comme le président de la République. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Tout bouge, et ça bouge énormément. C'est un pays qui travaille, un pays où tout le monde est au forum, où le ministre, membre du gouvernement et le président de la République. Nous avons été très attentifs à une cérémonie qui était attendue par tout le monde, au niveau d'ailleurs même international. En Côte d'Ivoire, on peut dire que ce jour, tout le monde était sous anesthésie. C'était le 18 juin, et nous allons vous proposer, à notre manière, notre grand format. Ce grand format est consacré à ce 18 juin, devenu traditionnel en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara a décidé de présenter l'état de la nation au Congrès réuni, à savoir la Chambre basse et la Chambre haute de Côte d'Ivoire, en présence aussi des responsables et présidents de grandes institutions, des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. La dextérité de toute l'équipe de reportage de CNN, Ousmane Koulibaly, Lévite Edivonon, Marcel Basselet à la post-production et la voix de Constant Ika vous présente un résumé, un récapitulatif de ce 18 juin 2024 depuis le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. L'esplanade du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan était aux couleurs d'une cérémonie d'État. Sécurité. Tout a été mis en place dans la pure tradition républicaine des grands jours. La Chambre haute et la Chambre basse de Côte d'Ivoire réunies le 18 juin 2024 pour une circonstance majeure. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'adresse à la nation ivoirienne face aux honorables députés de l'Assemblée nationale, aux vénérables sénateurs du Sénat ivoirien et aux membres du
gouvernements et institutions internationales, sans oublier le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Il est exactement 10h45 lorsque le couple présidentiel, son Excellence Alassane Ouattara et Madame Dominique Ouattara, accueillis par son Excellence Thiemo Komele Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Premier ministre Robert Begré-Mambé, et dans le SAS par l'honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, la vénérable Kandia Camara, président du Sénat. Le président de la République Alassane Ouattara fera son entrée très détendue avant de prendre place sur l'esplanade du Palais des Congrès. L'ouverture de la séance se fait par le président de l'Assemblée nationale qui invite sur le pupitre le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, les parlementaires que nous sommes sont très sensibles à la grande considération que vous nous accordez en venant personnellement nous délivrer votre message sur l'état de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais très respectueusement vous inviter à la tribune pour livrer aux représentants du peuple votre message sur l'état de la nation. Je vous remercie. Le président Alassane Ouattara prend la parole. Depuis notre dernière réunion du Congrès, le 25 avril 2023, plusieurs hautes personnalités de notre pays nous ont quittés. Je voudrais saluer leur mémoire. Je pense tout particulièrement à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République et ancien président de l'Assemblée nationale, à qui je voudrais une fois de plus rendre un vibrant hommage. Je remercie l'ensemble de la population qui, dans sa diversité, l'a accompagné dignement à sa dernière demeure le 1er juin dernier à Pépressou. J'ai également une pensée émue pour mon jeune frère, le président Mamadou Koné, ancien président du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature, qui a été rappelé à Dieu le 8 avril 2024. Je pense également à mon jeune frère et compagnon du RDR de longue date, Ibrahima Fani, ancien maire de la commune de Boaké, qui vient de nous quitter. Je réitère mes condoléances les plus attristées à leurs familles respectives, ainsi qu'aux familles de tous ceux qui nous ont quittés. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à leur mémoire. Je vous remercie. Le président Alassane Ouattara a réaffirmé son engagement à poursuivre l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, pilier de tout développement, a-t-il dit devant le Parlement réuni en congrès et en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des présidents d'institutions nationales et internationales. Je tiens à vous rassurer que votre bien-être reste la préoccupation essentielle de mon action. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler le coût de l'électricité. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, a indiqué que conformément à son engagement d'atteindre un taux d'électrification de la République de Côte d'Ivoire de 100% à fin 2025, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Le taux de couverture est passé de 33% en 2011 à 86% à fin 2023. Conformément à mon engagement d'atteindre un taux d'électrification de 100% en fin 2025, je dois vous informer que le taux de couverture est passé de 33% en 2011 à plus de 86% en fin 2023. Donc nous sommes sur la bonne voie.
En matière d'eau potable, essentielle dans la vie humaine, le taux de couverture en hydraulique urbaine est estimé à 78%. S'agissant de l'approvisionnement en eau potable, là nous faisons moins bien. Le taux de couverture en hydraulique urbaine est maintenant seulement à 78% et nous ferons beaucoup pour que cela s'améliore le plus rapidement possible, surtout dans la région de l'ouest du pays. Dans le secteur santé, 72% des populations ont accès à un centre de santé à moins de 5 km à fin 2023. Notre politique de gratuité ciblée a aussi contribué à une réduction importante de la mortalité maternelle et infantile et à la lutte contre le paludisme. Je dois ajouter que nous avons lancé une politique très volontariste de construction d'infrastructures sanitaires avec des plateaux techniques modernes pour une prise en charge efficiente des patients. Ainsi, le programme hospitalier qui se poursuit a permis de doter toutes les grandes régions du pays d'infrastructures de qualité. Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. Le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 a permis d'adopter une réponse concrète aux problèmes de la jeunesse. L'école de la deuxième chance et les centres de services civiques ont contribué à l'insertion professionnelle des jeunes. Les programmes mis en place pour encadrer les jeunes à l'insertion sont désormais mieux alignés avec les besoins des entreprises. En effet, les centres de services civiques et l'école de la seconde chance permettent de donner à nos enfants les aptitudes pour une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement a aussi procédé à la réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Avec la mise en place du programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025, pour un montant de 1118 milliards de francs CFA, nous apportons des réponses concrètes aux problèmes de la jeunesse en matière d'insertion professionnelle, de formation, de sensibilisation, d'amélioration des conditions d'études et d'accès au financement. Et j'ai suivi récemment une déclaration du ministre Mamadou Touré qui donnait les détails de ce programme à la télévision. Toutes mes félicitations, jeune Touré. Nous continuerons de renforcer nos actions pour que nos jeunes qui sont l'avenir de notre pays contribuent à son développement à la hauteur de leur énorme potentiel. Une nouvelle ère a commencé avec une jeunesse au travail, une jeunesse innovante et une jeunesse qui incarne l'Ivoirien nouveau qui m'est très cher. S'agissant de l'autonomisation des femmes, le FACSI a mis 80 milliards de francs CFA à la disposition de 400 000 femmes de Côte d'Ivoire pour le financement de leurs activités. S'agissant de l'autonomisation des femmes, les initiatives en vue de créer des activités génératrices de revenus pour nos sœurs et nos filles demeurent notre priorité. N'est-ce pas, Madame la Première Dame? Dans ce cadre, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, initié et mis en œuvre par la Première Dame, mais le président aussi a eu quelque chose à voir dans ça, a permis de mettre des crédits de 80 milliards de francs CFA à la disposition de 400 000 femmes de Côte d'Ivoire. Bravo à Madame la Première Dame. L'état de la nation ainsi fait, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bitogo, a levé la séance. CNN, la télévision autrement, depuis le Palais des Congrès de l'Hôtel-Ivoire, a recueilli pour vous quelques impressions. Vraiment, je voudrais féliciter le président de la République. Et avec le bilan qui a été fait, ça nous a permis de voir les réalisations qui ont été faites en Côte d'Ivoire en termes de développement. Moi, je retiens que
Le taux de couverture dans l'électrification, il a parlé de 83%. Aujourd'hui, 72% de la population est à moins de 5 km d'un centre de santé. Ce sont des acquis qui sont vraiment importants et on a besoin de le savoir parce que ce n'est pas évident et c'est ça aussi le bien-être des populations. Et vraiment ce bilan est le bienvenu et ça nous a permis de situer le développement de la Côte d'Ivoire et d'être fiers de notre pays, la Côte d'Ivoire, et je suis vraiment fier. Beaucoup d'émotions pour ce grand discours. Le président d'abord a mis fin au débat parce que de spéculation, de on dit, avant entendu. Mais le président fait un discours de paix, un discours de rassemblement, un discours de cohésion, un discours évidemment où il appelle tous les Ivoiriens à l'humilité, à la solidarité, à l'union. Nous, on n'est pas satisfaits et on sait que le travail continue parce que ce monsieur-là est une chance pour la Côte d'Ivoire. Je pense que le président a fait un très bon discours. Il a pris vraiment le temps pour dire à la nation quel est l'état réel du pays. Les inquiétudes que certains ont en ce qui concerne les questions d'endettement, sur le partage de la richesse, de la croissance, avec tout ce qui est fait comme investissement dans le social, notamment dans l'éducation, dans la santé. Il a décliné un peu tout ce que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement sous la direction du Premier ministre en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire, en ce qui concerne la cherté de la vie. Le président a vraiment fait tout le tour de la question. Cet exercice est désormais annuel. Il permet au chef de l'État, au président de la République, de faire l'état de la marche de notre pays. Et je pense que ce qui ressort principalement, c'est que le pays va bien. Le pays est en très bonne santé. Tous les indicateurs sont au vert. Et le président en a profité pour passer des messages particuliers qui encouragent tel ou tel acteur gouvernemental, mais en même temps qui mettent en évidence en réalité les points sur lesquels il souhaite que les choses aillent plus fortement ou plus vite. C'est du classique. Le président, chaque année, doit s'adresser à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Il a respecté cette tradition et en principe, c'est un cadre pour faire le bilan de son action. Il nous a donc dressé un bilan très éloquent sur les 12-13 dernières années. Je voudrais vraiment lui renouveler mon admiration. Maintenant, certains de nos compatriotes peuvent s'attendre à d'autres informations. Le président a bien indiqué que ce sera pour une autre fois. Il faut dire que nous avons suivi avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'intérêt le message du chef de l'État. Il faut dire que nous avons été très heureux de voir que le président de la République a fait un état des lieux de la situation économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Ce qui nous a permis de comprendre aujourd'hui que la Côte d'Ivoire se porte bien et que la Côte d'Ivoire est même classée parmi les meilleurs élèves au plan économique et social en Afrique de l'Ouest. Le président nous a montré les avancées sur le plan des infrastructures, beaucoup d'autres points positifs qui ont été réalisés au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'était l'objet de sa rencontre aujourd'hui avec le Parlement pour parler directement au peuple. Le président de la République est un grand homme. C'est un homme de vision et il n'a pas changé de vision. Le président de la République est resté droit dans ses bottes sur le développement de la Côte d'Ivoire. Son objectif, c'est de développer la Côte d'Ivoire et hisser la Côte d'Ivoire aux mêmes normes que les autres pays que nous allons visiter ailleurs. Tout en vous remerciant de rester fidèle à notre programme diffusé sur votre petit écran, n'oubliez pas toutes les rediffusions sur www.cnntv.ci et en replay sur www.ciwebinfo.net. Vous allez sur ciwebinfo.net, vous cliquez sur replay et vous avez en continu toutes les informations panafricaines, inclus ce programme. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission Constier Carl Week News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.